Ça y est, Donald Trump est le 45e président des États-Unis. Il a été intronisé lors d'une cérémonie au Capitole à Washington le 20 janvier dernier et il a commencé à mettre certains de ses engagements à exécution. Donc, c'est parti, mais déjà, la résistance s'organise. Alors, je fais le point sur les premiers jours de l'ère Trump avec Philippe Fournier, qui est chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et chercheur au Cérium. Philippe Fournier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez regardé le discours d'assermentation de Donald Trump. Quel président vous avez vu naître? Quel type de président vous avez vu naître sous vos yeux lors de ce discours? Quels sentiments vous ont habité en regardant ça? Bien, ça ressemblait beaucoup à ses discours de campagne, en fait. C'était vraiment dans la continuité, donc, et il semblait plancher sur le fait qu'il avait déjà une base ferme qui le soutenait, et il n'a pas donné grand-chose, disons, à la deuxième moitié des Américains qui s'attendaient peut-être, comme la tradition l'exige, à un discours qui est plus unificateur de plusieurs façons. De manière générale, les discours d'inauguration sont beaucoup plus... veulent finalement projeter une image d'unité aux États-Unis, reprennent en général certains des grands discours, certaines des grandes lignes qui font partie de la tradition politique américaine. On insiste sur les valeurs fondamentales de l'Amérique. Alors là, on a eu vraiment droit à un discours un petit peu plus axé sur la division d'une certaine façon. Il y avait un ton beaucoup plus agressif. Donc, le point levé, ce qui est une absence totale de référence historique aussi au passé, aux victoires du passé, aux injustices du passé. Absolument. Il n'a pas parlé de Mme Hillary Clinton et puis il aurait normalement dû, en tout cas, reconnaître son adversaire. Il aurait dû aussi reconnaître le mandat de son prédécesseur, insister sur tout le processus qui est la passation des pouvoirs, qui est quand même... disons, dans la démocratie américaine, quelque chose de très, très important. Il a quand même salué la façon dont ça s'est passé, le remercié. Il a dit que l'équipe d'Obama avait été fantastique. Ça s'est arrêté là. Oui, parce que pour ce qui est du mandat, etc., de tout le legs de M. Obama, bien, il n'en a pas glissé mot et à la limite, il est plutôt, disons, il se présentait comme un président, finalement, qui recommençait à neuf d'une certaine façon et a présenté l'Amérique sous un visage quand même assez négatif, hein, pour lui et pour certains de ses partisans, l'Amérique est divisée sur des bases raciales, les inégalités sont extrêmement présentes, les États-Unis se sont fait flouer sur la scène internationale, donc il donnait une image finalement quand même assez sombre et sinistre des États-Unis. Absolument. Et ça, de manière générale, on s'attend à ce qu'un président galvanise un petit peu la population, donne encore une fois une espèce de message d'espoir. On est à des lieux de l'optimisme qui caractérisait souvent les discours de Barack Obama. Absolument. Donc, dès le lendemain de l'intronisation de Donald Trump, on a vu les marches des femmes qui se sont déroulées dans plusieurs villes des États-Unis. On considère que, étant donné qu'il y a eu des centaines de milliers, voire plus d'1 million de personnes qui ont manifesté simultanément, ça pourrait constituer l'un des plus importants rassemblements de l'histoire du pays. On n'a pas vu ça souvent. Un président qui, à peine élu, est aussi contesté. Qu'est-ce que ça laisse présager pour les 4 prochaines années? Bon, on avait vu ça lors de l'élection de M. Nixon un peu plus, et puis le pays était vraiment à feu et à sang à la fin des années 60. Bon, il y avait des divisions quand même assez profondes, mais on voit que l'Amérique est divisée à nouveau. Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce, d'après moi, une mobilisation soutenue là, sur différents fronts. Là, ça a été évidemment la cause des femmes. Bon, c'est sûr que le mouvement ou les manifestations, disons, se référaient à d'autres causes aussi, mais essentiellement, c'était pour la cause des femmes. Et ça revenait évidemment au discours de campagne de M. aux, disons, différents scandales qui ont eu lieu pendant la course à la présidence. Mais oui, ça annonce probablement un certain regain d'énergie dans la mobilisation citoyenne aux États-Unis. Et M. Obama, dans son discours d'adieu, avait justement invité les Américains à se mobiliser et même, à la limite, à se présenter en politique. Et la plupart des gens qui ont... Bon, on pense à Michael Moore, par exemple, qui se sont adressés à la foule lors de cette manifestation-là, ont réitéré cet appel-là, c'est-à-dire qu'on a invité les gens qui participaient à la marche à se présenter à différents postes dans l'administration.
Et bon, il va y avoir peut-être la cause de la santé qui va aussi mobiliser les Américains, la cause de l'environnement aussi. Ce sont des enjeux sur lesquels les Américains sont extrêmement divisés et peut-être que l'élection de Trump, finalement, est une espèce de réveil ou annonce une espèce d'éveil. Une bougie d'allumage. Oui, des mouvements sociaux aux États-Unis. Il n'a pas perdu de temps, M. Trump, dans les heures qui ont suivi son entrée en fonction. Il a déjà commencé à poser certains gestes. Qu'est-ce que vous retenez parmi les gestes qu'il a déjà posés? Et qu'est-ce que ça nous laisse entrevoir qu'il choisisse ces gestes-là comme coup d'envoi à sa présidence? Son premier ordre exécutif, c'était sur Obamacare. Et ça, c'est une de ses principales promesses de campagne. Et puis, c'est un des principaux chevaux de bataille du côté des républicains depuis au moins 2010, depuis que la loi a été passée. Et bon, le premier ordre exécutif, en fait, est assez flou, est assez vague et ça ne donne, disons que M. Trump lui-même n'a pas l'autorité de résilier la loi de manière unilatérale. Ça va probablement être un processus assez long et ardu, mais ça montre toute sa volonté. On n'a pas de solution de remplacement au programme non plus, là. Non, et ça crée certaines divisions au sein du Parti républicain. Il y en a qui sont prêts à remplacer, même si, bon, l'alternative n'est pas tout à fait constituée encore, n'est pas prête. Il y a d'autres républicains qui veulent agir de manière beaucoup plus prudente parce qu'on sait que ça pourrait laisser autour de 18 millions d'Américains sans couverture santé, ce qui serait très impopulaire. Et dont plusieurs sont des électeurs de Donald Trump. En plus, ceux qui vont perdre leur assurance. L'ironie est assez belle parce que, non, effectivement, malgré tout, il y a certaines provisions, certaines clauses dans ce programme-là qui sont très populaires auprès des Américains. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas, sur certains enjeux, comme par exemple la santé, il ne peut pas gouverner par décret. Sur d'autres, comme par exemple, si on prend l'exemple de l'ALENA, parce que ça aussi, c'est une de ses priorités. On va terminer là-dessus. Oui, l'ALENA, il a décidé qu'il allait renégocier et il a averti les gouvernements canadiens et mexicains qu'il allait réouvrir cette entente-là. Et puis, en matière de politique étrangère, il a certaines prérogatives. Ça annonce une présidence qui est quand même sur le protectionnisme, en tout cas, là, il va falloir surveiller ça parce que c'est une des positions fondamentales. Je pense, une des seules positions honnêtes que M. Trump a depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il est fondamentalement protectionniste. Oui, et une des rares sur laquelle il s'est montré cohérent. Donc, on dit que quand les États-Unis éternuent, le Canada attrape la grippe ou quelque chose comme ça, ça risque de se confirmer dans les prochains mois, notamment en matière de commerce et de libre-échange. Merci beaucoup, Philippe Fournier, d'être venu nous éclairer sur cette question. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été là. Avec grand plaisir.